technologiquement similaires et avoir un petit plus par rapport par rapport aux chars occidentaux, principalement, eh bien, ils sont désarmés face, effectivement, à des armes qui ne coûtent pas cher. Alors, il faut souligner quand même que dans ces combats, enfin, amiral, sous votre contrôle, il faut quand même le courage de s'approcher d'un char pour pouvoir le détruire, parce que là, on est vraiment sur... Un char a beaucoup d'angles morts. Vladimir Poutine est déterminé à aller bien au-delà de l'Ukraine, jusqu'en Transnistrie. Vous savez, c'est cette région séparatiste de la Moldavie. C'est la chef du renseignement américain qui l'affirme. Elle s'appelle Avril Haines. Elle était auditionnée hier à Washington. A-t-il les moyens, Vladimir Poutine, de ses ambitions? Pas sûr. Écoutez-la. The uncertain nature of the battle, which is developing into a war of attrition, combined with the reality that Putin faces a mismatch between his ambitions and Russia's current conventional military capabilities, likely means the next few months could see us moving along a more unpredictable and potentially escalatory trajectory. Pierre Laurent, une réaction justement sur cette capacité, sur cette volonté, sans rentrer trop dans l'histoire. Novorossiya, c'est quand même l'idée de Vladimir Poutine, c'est de retrouver cette grande Russie. Mais jamais Poutine n'a parlé de Novorossiya. C'est un concept qui est ancien. C'était le nom qui a été donné au territoire que Catherine à II 1760 a et quelques sur les Ottomans. Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Ça a été repris en 14 par les indépendantistes du Donbass qui ont trouvé que ça sonnait bien, Novorossiya. Mais ce n'est pas réellement un concept utilisé par le Kremlin depuis lors. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'armée russe aujourd'hui n'a certainement pas la capacité immédiate, peut-être dans le futur, je n'en sais rien, d'aller au-delà de là où elle est, c'est-à-dire pas plus loin que Kherson. Elle est à son maximum pour le moment, matériel, oui. pour le moment. Pour le moment, oui. Dans une opération militaire spéciale, mais limitée, parce qu'en fait, l'avantage de cette dénomination, c'est une dénomination juridique. C'est-à-dire, si on déclare l'état de guerre, on peut mobiliser, on peut transférer des troupes, etc. Oui. Là, les Russes sont limités par la dénomination juridique de l'opération qu'ils mènent. Alors justement, je rebondis sur ce que vous dites, parce que la chef de la CIA, elle parle de ça justement, de cette mobilisation générale nécessaire à Vladimir Poutine pour ses visées expansionnistes. Nous avons aussi des indices que l'armée russe veut étendre le pont terrestre à la Transnistrie. Bien que l'armée russe soit capable de remplir ses nouveaux objectifs dans les mois à venir, nous pensons qu'ils ne pourront atteindre la Transnistrie et inclure Odessa sans décréter une forme de mobilisation générale. Oui, effectivement, c'est la logique qui dicte ces paroles, mais il y a également autre chose, c'est-à-dire que si mobilisation il devrait y avoir, je pense qu'elle aurait déjà été décrétée. Or, on pensait qu'il le ferait d'ailleurs lors du défilé. Oui, mais là, il a pris tout le monde à contre-pied, tout le monde s'attendait à des trucs extraordinaires, et ce qu'il a fait, comme d'habitude, c'est prendre ses interlocuteurs ou ses adversaires là où il ne s'y attendait pas. Donc ça semblait à peu près logique qu'il le fît. En revanche, ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que les Américains aussi, il faut qu'ils justifient 20 millions de dollars d'armement, plus 13 milliards d'aides, plus 40 milliards qui sont en cours d'être négociés maintenant. Et pour cela, il faut effectivement, l'administration américaine doit montrer qu'il y a un danger pressant et immédiat. Et c'est, je pense, le but de ces nombreuses, pas seulement celle-là, mais de nombreuses déclarations sur le fait que les Russes vont aller jusqu'en Transnistrie, etc. On y reviendra dans un instant, justement, à ce budget. Carte à l'appui, Catherine André. Revenons sur ces annonces du renseignement américain. Quels sont les projets, donc, selon eux, de Vladimir Poutine, les projets d'expansion ? On a souvent évoqué ici la volonté de Vladimir Poutine d'étendre le conflit. Et effectivement, selon le renseignement américain, cette menace serait bien réelle. Le renseignement américain qui affirme que Vladimir Poutine aurait pour projet d'étendre la guerre au sud-ouest du pays, de créer une forme de pont terrestre allant jusqu'à la Transnistrie. C'est cette petite bande de territoire enviolée sur cette carte, une région autoproclamée
indépendante, région pro-russe, mais qui appartient aux yeux de la communauté internationale à la Moldavie. On comprend ce projet donc de créer un continuum territorial qui intégrerait le port d'Odessa. Mais selon le renseignement américain, Vladimir Poutine, il a un gros problème car il manque en fait de moyens pour atteindre ses ambitions. L'armée, par exemple, si le conflit doit s'étendre, manquera d'armes, manquera de soldats et donc selon le renseignement américain, eh bien Vladimir Poutine, il pourrait utiliser un instrument, il pourrait décréter, imposer ce que l'on appelle la loi martiale en Russie. Alors c'est quoi cette loi martiale? Elle permettrait à Vladimir Poutine de restreindre encore les libertés individuelles si cela va dans le sens de la guerre. Il pourrait décréter un effort économique général au niveau du pays, tout le monde derrière l'effort de guerre. En gros, il pourrait demander, obliger les entreprises à produire pour l'armée russe, l'armée qui va manquer de munitions si elle doit étendre le conflit. Eh bien, l'industrie pourrait être largement mise à contribution avec des horaires étendus, rallongés, avec des cadences accélérées. Fini donc le droit du travail et même le travail forcé qui pourrait être imposé. C'est une disposition possible. Et enfin, on l'a dit, Vladimir Poutine, pour étendre la guerre, il a besoin de soldats. Eh bien, cette loi martiale, elle lui permettrait de mobiliser les réservistes dans le pays. On estime le nombre à 2 millions, de mobiliser les plus de 18 ans pour venir gonfler donc les rangs de l'armée russe. Merci beaucoup, Catherine André. Mais dans ce cas-là, il faut expliquer à sa population qu'il ne s'agit pas d'un exercice, mais je vous laisse la parole dans un instant, mais tout simplement d'une guerre. On va parler... C'est simplement loi martiale, en fait, ce n'est pas le terme réel. Le terme réel, c'est état de guerre. On déclare la guerre et donc la loi martiale peut en découler ou pas, mais il faut d'abord déclarer la guerre. Amiral, point de vue logistique, on l'a vu avec Catherine André, il faut des hommes, il faut une volonté, elle est là peut-être, il faut du matériel. Et il faut surtout une armée derrière, et ça, c'est pas évident. Et il faut influencer l'adversaire. Je suis désolé, je reviens sur Transnistrie. Transnistrie, vous savez, les Russes ont vu qu'ouvrir plusieurs fronts, c'était très compliqué. Ils ont été obligés de s'en retirer. Retirés de Kiev, ils se retirent, ressemble-t-il, j'espère, de Kharkiv. Et donc maintenant, la Transnistrie explose un peu de temps en temps. Il y a quelques attentats sans beaucoup de morts, d'ailleurs, vous l'avez remarqué. Donc c'est peut-être aussi de la provoque intérieure. Donc il faut faire diversion. Une guerre de communiquer, c'est pas une guerre, c'est une manœuvre de communication avec des manœuvres terrestres, des manœuvres au niveau politique et des manœuvres militaro-politiques. La Transnistrie, c'est militaro-politique, c'est une diversion pour concentrer des forces ukrainiennes et les geler dans cette région-là, parce qu'ils ont besoin d'affaiblir le front ukrainien. On y reviendra, Amiral, et vous restez avec nous, parce que dans une demi-heure maintenant, Volodymyr Zelensky s'adresse à la jeunesse française via les étudiants de Sciences Po. Ce sera à suivre en direct dans LC Midi, évidemment. Et on reviendra sur un président américain furieux, Joe Biden, furieux contre qui? Contre ses services de renseignement. Il y aurait des taupes, mais le problème, c'est qu'aux États-Unis, les taupes sont bavardes et parlent un peu trop à la presse. LC Midi, la suite avec nos équipes sur le terrain pour cette spéciale Ukraine, nos experts pour commenter sur ce plateau, analyser la situation. Et puis à 13h, nous serons en direct de Sciences Po à Paris. On retrouvera notre envoyé spécial, Xavier Giacomoni, dans quelques instants d'ailleurs. Nous allons parler de cette visite surprise, de cette conférence surprise avec le président Zelensky et les étudiants de Sciences Po. Xavier Giacomoni est avec nous, me dit-on. Xavier, vous allez peut-être nous dire tout simplement comment ça s'est passé, comment ça s'est monté et quelle est l'idée derrière justement cette conférence et cet échange, parce qu'il y aura aussi des questions-réponses avec les étudiants. Oui, 1 heure avec le président Zelensky en direct de Sciences Po Paris, ici, rue des Saints-Pères. Vous le voyez, l'amphi commence à se remplir. En fait, c'était une volonté de Volodymyr Zelensky de s'adresser en quelque sorte à la jeunesse de France, aux étudiants, aux forces vives du monde occidental demain. Nous avons perdu Xavier de Giacomoni, que nous irons rejoindre dès lors que la communication sera établie. Peut-être une question que j'adresse à tout le monde sur ce plateau. Pourquoi, selon vous, cette intervention devant la jeunesse française via les étudiants de Sciences Po? S'adresser à la jeunesse, c'est s'adresser à l'avenir. Et de fait, Zelensky, aujourd'hui, presse l'Europe d'intégrer l'Ukraine à l'Union européenne. Et donc, à travers ce discours, il invite l'opinion publique européenne
à s'inscrire dans une projection européenne où l'Ukraine sera partie prenante de notre avenir collectif. Donc je pense que c'est tout simplement une stratégie de communication qui sert une stratégie plus large, qui vise à accélérer l'idée selon laquelle l'Europe, son avenir, a partie liée avec le devenir de la nation ukrainienne. On s'aperçoit que se déroule un plan de communication assez extraordinaire. Les chefs d'État, les parlements, vous voyez, tout ça se décline. Et jusqu'où ira-t-il? Parce que c'est fabuleux. Enfin, une stratégie de communication. Je noterai que parmi les étudiants qui vont écouter Zelensky, il y a une grande école militaire. C'est déjà ça. C'est polytechnique. Irena Karpa. Effectivement, c'est assez extraordinaire. Les puissants, bien évidemment, les parlements, parce que Zelensky doit convaincre. Il a besoin d'aide aujourd'hui, l'aide de tout le monde, mais des étudiants. Le message. Est-ce que vous avez des informations sur le pourquoi? Sur le pourquoi, non, mais je suis très contente parce qu'en fait, oui, c'est vrai que demain, c'est eux qui vont prendre les décisions. Même aujourd'hui, ce sont les influenceurs. Donc, parmi les jeunes, je crois, les réseaux sociaux, c'est très dynamique. Après, les jeunes, ils sont beaucoup moins envahis par ce mythe de la superbe Russie comme puissance. Donc, ils n'ont pas tant d'admiration comme les générations précédentes. Et moi, je suis très contente. C'est beaucoup plus facile à communiquer, voilà, aux gens de ma génération et beaucoup plus jeunes. Donc, c'est intéressant ce que vous dites sur les jeunes parce que il y a aussi les réseaux sociaux, alors même s'ils sont très contrôlés en Russie, mais justement les jeunes de Sciences Po, bien évidemment, vont communiquer sur ce qui va se passer, sur les questions-réponses, sur ce que dit Zelensky, et peut-être quelque part toucher des jeunes Russes qui, eux, ne sont qu'abreuvés, si on en croit les médias russes, en tout cas, de oui, ce Roland guerrier. Peut-être, je veux pas tout peindre en noir et blanc, bien sûr. Il y a toujours les jeunes, les rebelles qui comprennent qu'est-ce qui se passe, voilà, qui peuvent quand même accéder au site, j'espère, au site de l'Ouest, lire quelque chose. Mais aussi, il y a malheureusement tant de gens qui sont lavés de cerveau, même ceux qui habitent en France depuis toujours. Ils sont influencés par leur famille là-bas. Ils ont l'accès à toutes les informations. Mais non, ils disent toujours que Boucha, c'est l'opération des CIA. D'ailleurs, c'était même le média français. Valeurs actuelles, quelqu'un comme ça qui a dit que c'était l'opération des CIA. Mais ça, c'est des cynismes pas possible. Bon, donc là, vraiment, il y a l'espoir pour les jeunes, mais en fait, pour chaque personne qui a la capacité d'analyser l'information et qui voit voilà, les fruits des propagandes. Oui, la capacité de s'informer par les réseaux sociaux, par Internet en Russie est intacte. Ils continuent à s'informer. Et la véritable question, c'est qu'il y a un sursaut patriotique en Russie qui est récurrent depuis très longtemps et qui fait que même si on a la possibilité de s'informer, eh bien, on reste fidèle à une certaine ligne, etc. Enfin, vous savez que la plupart des réseaux sociaux ont été fermés au début de ce conflit, notamment Facebook qui est un mode d'information. Non, mais il n'y a pas que Facebook. Il y a également les réseaux sociaux russes qui ne sont pas tendres avec le pouvoir. Il y a également la capacité d'accès à Internet, par exemple, VPN, des amis. Par VPN ou autre, mais des amis qui sont là-bas s'informent très bien en consultant le site du Monde ou du New York Times. Il n'y a pas de problème réel là-dessus. Donc il y a des chances de retrouver... En ce qui concerne Zelensky, là, effectivement, vous remarquez qu'il s'adresse essentiellement aux Occidentaux. Pourquoi les Occidentaux ? Parce que ce sont ceux qui ont les moyens, ce sont ceux qui peuvent le soutenir, mais qu'en revanche... il n'y a pas réellement de communication avec d'autres pays qui ne sont pas dans le monde occidental. C'est-à-dire que c'est vraiment la Chine, très limité. l'Inde, l'Iran, bon, avec la Chine, de toute manière, ça semble exclu. Mais par exemple, l'Iran, les pays d'Afrique du Nord, les pays d'Amérique latine, le Mexique par exemple, ou le Brésil, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Il y a des messages, mais... il n'y a pas le même accueil de Zelensky là-bas, dans cette partie du monde, qu'en Occident. C'est essentiellement en Occident qui est intéressé par ce qu'il dit et qui l'intéresse, lui, pour effectivement avoir des aides. Des avantages, des aides. Alors c'est toujours intéressant d'écouter Volodymyr Zelensky sur le moral des troupes ukrainiennes. Côté russe maintenant, depuis plusieurs semaines, des informations
fuite sur l'état des troupes et surtout sur le moral des soldats russes sur le terrain. Des informations très détaillées sont parues dans une note assez sidérante des services secrets britanniques que vous allez nous détailler, Sylvia Amicone. Ce qui est incroyable dans ce document, ce sont les exemples donnés avec des militaires russes, semble-t-il, prêts à tout, certains, pour ne pas combattre. Effectivement, les informations des renseignements britanniques recoupent un peu celles qu'on avait jusqu'à présent, qui venaient du renseignement américain de façon très transparente. On était un peu au courant depuis le début de l'invasion. Problèmes liés aux problèmes d'approvisionnement, de coordination. Dans la région de Zaporijjia, par exemple, où les troupes russes sont stationnées, les soldats seraient fortement alcoolisés avec un moral très bas. Selon les services secrets, ils n'auraient pas envie de se battre. Ce sont surtout des conversations avec leurs proches qui sont interceptées. Ils y décrivent un enfer, déclarent ne pas savoir ce qu'ils font là, ce qu'on entend d'ailleurs depuis le début de l'invasion. Ils sont en pleurs au téléphone et décrivent des corps empilés sur 2 mètres de haut selon des discussions diffusées par l'armée ukrainienne. Alors ce rapport des renseignements, mais également un point d'orgue, et souligne des actes de sabotage qui se multiplient. Effectivement, certains n'hésitent pas à percer les réservoirs de leurs véhicules pour ne pas aller au front ou tirent dessus quand ils ne se blessent pas eux-mêmes. D'autres soldats abandonnent leurs chars, font demi-tour à pied dans le Donbass. Selon des informations du Pentagone, les troupes russes n'hésitent pas à désobéir aux ordres des généraux, leur reprochant l'inefficacité des opérations. Bref, manque de confiance, inexpérience, démotivation sont observés. Et puis il faut dire aussi que ces soldats qui viennent parfois de contrées russes lointaines sont étonnés par les conditions de vie qu'ils découvrent en Ukraine, des conditions de vie qui sont très étonnées de celles qu'ils connaissent en Russie, d'où les pillages qui sont assez nombreux et qui sont observés un peu partout. Merci beaucoup Sylvia. Oui, si je me trompe pas, en fait, si c'est pas je parle sous votre contrôle, si c'est pas la guerre qui est déclarée, si c'est que l'opération spéciale, tu peux partir, ok, tu seras licencié, mais c'est pas comme si tu étais le déserteur, comme si tu étais le traître. Donc ils peuvent très bien de ne pas y aller. Voilà. Et on a eu... Non, l'amiral n'a pas l'air tout à fait d'accord avec... Si, je suis d'accord. Simplement, je dirais que les services anglo-saxons sont extraordinairement bavards. Oui. Les Américains, d'ailleurs, les Américains... Oui. Anglo-saxons, j'ai dit, c'est ça. Oui. Donc on leur a laissé la bride sur le coup, Burns, la chef des renseignements, etc. Vous verrez dans quelques minutes quand même, amiral, que... Ça tranche beaucoup avec la... Biden n'est pas très content. Mais continuons justement sur ce moral des troupes russes. Oui, alors, le moral, c'est de la manœuvre aussi politico-militaire dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire vous avez la manœuvre politique, de communication, parce qu'avec ces communications-là, on pense saper aussi le moral des Russes, mais on pense aussi donner du courage au moral ukrainien. Il y a quand même chaque fois dans ces manœuvres-là, mais là qui visent plus spécifiquement les armées, c'est-à-dire les gens qui vont au combat, qui se confrontent, il y a toujours une idée derrière la tête. Alors celle-là, ce sont les anglo-saxons qui mènent ce combat-là. Les Européens sont beaucoup plus réservés et plutôt dans la ligne habituelle de réserve concernant les renseignements. Alors avant ce rapport, je vais vous laisser la parole. On a déjà diffusé des témoignages de soldats russes et je reprends ce que disait Irina tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont souvent des mômes qui sont partis pour une opération spéciale, ils se retrouvent dans une guerre, ça devait durer que 3-4 jours, on en est à plus de 70 jours, donc on peut comprendre quand même qu'il y ait des actes de désertion, de sabotage, comme quelque part dans toute armée. Souvent on a souligné ensemble le fait qu'il y avait un problème d'encadrement également dans l'armée russe, donc ça peut aussi venir de là, enfin je ne sais pas, je vous pose la question. Oui, il y a un problème d'encadrement dans l'armée russe. Maintenant, effectivement, dans l'opération militaire spéciale, les contours de l'application de la loi militaire sont relativement flous. Mais bon, de là à ce que les autorités militaires russes acceptent des désertions, appelons-les comme cela... Accepter peut-être pas. Hein. Maintenant, effectivement, théoriquement, les soldats pourraient éventuellement s'en aller. En ce qui concerne, en revanche, les renseignements britanniques et américains qui sont vraiment très 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 bavards. En règle générale, ce qu'ils annoncent, c'est, comme dit l'amiral, il y a une grande part de propagande d'une certaine manière. Et les services européens sont beaucoup plus discrets et surtout, lorsque on les approche, ils sont moins affirmatifs sur ce qui se passe. Alors justement, vous le dites, les renseignements américains sont très bavards. La chef de la CIA a encore parlé aujourd'hui des volontés de Vladimir Poutine d'aller jusqu'en Transnistrie. Et apparemment, ça ne passe pas du tout auprès de Joe Biden, qui est furieux.
que son administration également parle trop aux médias et notamment au New York Times. Vous savez que le New York Times avait parlé de cette localisation de généraux russes grâce aux renseignements américains. C'est notre consoeur Laurent Saïm qui a répercuté l'info. Jean-Éric Brana est avec nous, spécialiste des questions américaines. Bonjour Jean-Éric. Alors, est-ce que les membres de l'administration Biden sont trop bavards en effet ? Alors, il y a des membres dans l'administration Biden qui sont trop bavards. Il faut comprendre d'abord que ce bavardage ou cette faculté de diffuser du renseignement a été utilisée de manière stratégique par l'état-major et par Biden lui-même dans le but de ne pas intervenir militairement. Donc, on expliquait ce qui allait se faire en espérant que les Russes allaient freiner leur velléité d'envahissement de l'Ukraine. Ça, c'était avant le 24 février. Puis finalement, ça n'a pas servi. Alors, tout le renseignement a été utilisé pour aider les Ukrainiens et c'est une aide très importante. Le vice-amiral Lagaray ne me contredira pas. Ce renseignement maintenant est diffusé non seulement par les têtes qui ont été nommées tout à l'heure, c'est-à-dire William Burns et Avril Haines, respectivement responsables de la CIA et du renseignement américain, mais il y a à l'intérieur des services de renseignement des gens qui diffusent l'information, notamment au New York Times, et c'est ça que Biden n'apprécie pas, parce que là on rentre dans autre chose, notamment quand on diffuse les zones où se trouvent des généraux, ce qui veut dire qu'ils deviennent des cibles, mais s'ils deviennent des cibles, ça veut dire que les Américains peuvent être considérés comme des co-belligérants par Vladimir Poutine et Biden ne veut absolument pas de cette situation, donc sa colère était destinée à la fois à ceux qui diffusent l'information, mais également à Vladimir Poutine pour dire qu'il n'était pas d'accord. De relater ce fait, ça s'est passé la semaine dernière. On va remonter un tout petit peu dans l'histoire. Jean-Éric Brana, vous restez avec nous. Donc le New York Times sort, c'est un scoop, le fait que les services de renseignement américains ont aidé les Ukrainiens à localiser des généraux russes sur le terrain en Ukraine et qu'à ce moment-là, les Ukrainiens ont frappé et tué au moins 7 à 8 généraux. Le lendemain, John Kirby prend la parole et vous allez voir, il dit un certain nombre de choses. Nous ne fournissons pas de renseignements sur l'emplacement des chefs militaires supérieurs sur le champ de bataille, ni ne participons aux décisions de ciblage de l'armée ukrainienne. Les Ukrainiens ont très franchement beaucoup plus d'informations que nous. C'est leur pays, leur territoire, et ils ont leur propre capacité de collecte de renseignements. L'Ukraine combine les informations que nous et d'autres partenaires fournissons avec les renseignements qu'ils recueillent eux-mêmes sur le champ de bataille. Et puis, ils prennent leurs propres décisions et ils mènent leurs propres actions. Voilà un sonore qui fait réagir sur son plateau, mais Jean-Éric Brana, ça s'appelle du rétro-pédalage et à un très très haut niveau quand même. Ça s'appelle du poker menteur aussi, hein, parce qu'il faut quand même le dire, personne n'a vraiment cru John Kirby à ce moment-là. Alors ce n'est que le responsable de la communication du Pentagone, ce n'est pas Lloyd Austin qui est venu en personne, ou la responsable du renseignement, ou Biden lui-même. Donc il s'agissait de minimiser effectivement tout cela, mais personne n'est dupe, et bien entendu le renseignement américain est à l'origine de ce bateau coulé, ça très certainement. J'ai pas de preuve pour le dire, mais c'est ceux qui se chuchotent à peu près partout, et en tout cas, sans ce renseignement américain, sans les 40 satellites qui sont en train de scruter toute la zone, les Ukrainiens n'auraient pas non plus beaucoup de renseignements, même dans leur propre pays. Max Gastineau, il s'agit de ne pas devenir un co-belligérant, hein, c'est ça aussi la ligne qu'il ne faut pas franchir. Alors j'entendais ce matin Maurice Goudreau-Montagne, qui a été le grand conseiller diplomatique de Jacques Chirac, notamment entre 2002 et 2007, qui disait qu'au fond, désormais, la guerre en Ukraine est une guerre américaine contre la Russie. Il disait c'est très clairement cela qui est en train de s'installer. Le but des Américains est de faire en sorte évidemment que ça ne se voit pas trop, que ce ne soit pas aussi explicite que cela apparaisse, comme cela apparaît de plus en plus. Je pense que la réaction de Joe Biden est aussi liée à sa volonté de ménager en quelque sorte l'opinion publique américaine. C'est-à-dire que les Américains n'ont pas envie de se projeter dans un futur où potentiellement les Américains pourraient être directement en conflit avec un pays étranger, comme cela fut le cas ces dernières années en Afghanistan et en Irak, qui sont encore des traumatismes dans l'opinion publique américaine. Donc je pense que Joe Biden a deux objectifs à travers cette réaction assez véhémente, ménager son opinion et faire en sorte de continuer à faire croire qu'au fond, ce conflit est d'abord un conflit entre Européens et pas un conflit entre les Américains qui ont des objectifs stratégiques très clairs dans la région et la Russie.
Après, c'est pas super compliqué d'intercepter les informations. Ils utilisent les chaînes ukrainiennes de connexion, voilà, des réseaux ukrainiens. Et chaque fois, on intercepte plusieurs conversations. Là, aujourd'hui, c'était le truc pas probable. C'était une femme qui parlait avec son mari qui est militaire en Ukraine, c'est le Russe, l'occupant. Et elle habite dans une petite ville à côté de la frontière. Donc, ils ont accueilli les enfants déportés de l'Ukraine et les enfants ont refusé de faire les petits dessins ou de chanter quelque chose pour le 9 mai, en disant que ça, c'est pas notre victoire. Et elle était vraiment, elle disait, pourquoi vous nous les amenez? Il faut les tuer sur place, il faut les torturer. Il disait, mais ma chérie, t'es super gentille, toi, parce que ce sont les futurs nazis. Elle dit, il faut les mutiler, il faut arracher les doigts. Donc, elle commence à vraiment décrire qu'est-ce qu'il faut faire aux enfants ukrainiens. Elle dit, et même le mec, il est choqué, le soldat, il dit, mais ma chérie, c'est que les enfants, pour le moment. Et elle dit, je déteste tous les Ukrainiens. Et après, ces conversations sont captées par l'armée ukrainienne. Par le service de secrète ukrainienne. Et on a plein de choses comme ça. Vraiment, chaque fois quand il y a des tortures, il y a des témoignages, ils se vantent, les soldats, ils parlent à leur maman, ils parlent à leurs copines. Les mêmes et on connaît qui dont on parlait tout à l'heure, qui parlent peut-être à leur famille pour dire on n'a pas envie d'être là, on n'a pas envie de combattre. Oui, ça aussi, parce que dans ce cas-là, même le soldat, il était choqué par la réaction de sa femme qui disait oui, il faut les tuer tous. Et même, donc on connaît très bien leur profil sur les réseaux sociaux, on connaît même leurs adresses. Donc les occupants ont eu peur et ils demandent leur commandement de mettre sous le secret tous les détails personnels pour le moment. Parce que, encore une fois, ça s'est balancé dans les réseaux sociaux. Certains témoignages d'ailleurs de soldats russes disent que leurs responsables sur leur terrain leur prennent justement leur téléphone portable pour éviter qu'ils communiquent avec leurs proches ou qu'ils communiquent avec d'autres. Et ils n'ont que retourné. Donc là, je voyais réagir. Là, la question des conversations qui sont interceptées, elles sont interceptées ou éventuellement elles sont montées. On ne peut pas contrôler. D'un autre côté, effectivement, on prend le téléphone portable des soldats qui partent en opération simplement parce que la géolocalisation des téléphones permet de savoir où se trouvent les troupes. Donc ça semble logique et il n'y a pas de raison autre. Peut-être qu'effectivement, ils ne veulent pas que les soldats communiquent, mais ce qui est le plus probable, c'est qu'ils ne veulent pas que les soldats soient localisés. Et sur le coup de colère officiel de Joe Biden, alors ? Alors là, non, mais ça, c'est très clair qu'il y a un problème majeur aux États-Unis, parce qu'effectivement, si effectivement les renseignements américains ont donné des indications sur la situation de certains généraux russes, et si les moyens de renseignement électronique américains ont permis d'orienter des missiles ukrainiens sur le croiseur Moskva, là, ce sont des actes de co-belligérance. Et il faut remarquer que la partie russe ne les reprend pas à son compte. Il n'y a pas eu de déclaration majeure pour dire « Regardez, les Américains aident les Ukrainiens à nous combattre ». On dit « Les Américains aident les Ukrainiens », mais ça s'arrête là. Pour le moment, on n'a pas encore, la partie russe n'a pas franchi le pas de déclarer que les Américains sont des co-belligérants. Ça, je crois que pour le moment, c'est important. Je pense que ni les uns ni les autres n'ont envie et n'ont intérêt à tomber et à se dénoncer mutuellement. Un dernier point, c'est que il n'y a pas que les Américains qui sont victimes de leurs services de renseignement. Les Russes aussi. Les Russes aussi, en particulier le président Poutine a été très désagréablement surpris de constater que les renseignements qui remontaient du FSB avant l'offensive étaient faux et que les renseignements disaient que l'armée russe allait être accueillie à bras ouverts par les Ukrainiens qui en avaient marre de leur régime, et c'était faux. Et un général, le principal général qui s'occupait des affaires de l'Ukraine au sein du FSB se trouve en ce moment en prison à Lefortovo. Il y est depuis à peu près 15 jours et on en parle très très peu. Je vous donne la parole dans un instant. Je rappelle quand même un événement sur LCI. Dans une petite dizaine de minutes, le président Zelensky sera en visioconférence devant les étudiants de Sciences Po à Paris et il y aura une série de questions-réponses entre ces étudiants et le président ukrainien.
Une réaction rapidement avant qu'on parle des armes. Oui, je voulais dire que pour Poutine aujourd'hui, continuer cette guerre, c'est la seule explication, c'est la seule légitimation de son régime. Donc pour lui, même dans ses discours, il essaye de dire aux Russes que nous, on mène la guerre contre tout l'OTAN. Et je comprends, oui, bien sûr, toutes les conversations peuvent être montées, mais après les atrocités de Boutcha, je crois qu'il y a encore, il y a des choses qui sont beaucoup plus pires, malheureusement. J'aimerais bien que. Il n'y a aucun problème. Simplement, il faut. Et pour les Russes, en fait, c'est beaucoup plus facile de croire qu'ils vont perdre contre les États-Unis que contre la petite Ukraine, voilà, qu'ils pensaient prendre dans 3 jours. Donc ça là, ils appuient beaucoup sur. D'un autre côté, s'ils gagnent, ils auront gagné contre l'OTAN. Jean-Éric Brana est toujours avec nous. On reste aux États-Unis pour parler stock d'armes. Vous savez que le Congrès doit examiner cette semaine un nouveau projet d'aide à l'Ukraine de 40 milliards de dollars. Une question cruciale va se poser rapidement pour les Américains. Auront-ils encore des armes à livrer sous peine de voir leur stock se vider totalement? Et oui, Jean-Éric, il ne faut pas non plus vider trop vite les stocks d'armes aux États-Unis. Les Américains font face à un dilemme. Oui, alors il faut savoir que le stock d'armes aux États-Unis, ça a représenté environ 3,3 milliards de dollars. C'est vrai que Biden a puisé dedans parce que c'était plus rapide pour envoyer les armes. Tout dollar qui est dépensé par Biden doit être voté par le Congrès avant. Alors il a demandé une première aide, le Congrès lui en a rajouté une quand il a voté le budget de 13 milliards et demi. Ensuite, il y a une deuxième aide qui a été demandée de 33 milliards et cette nuit, il y a eu un vote quand même incroyable, ce budget faramineux, 40 milliards de dollars qui ont été votés à la Chambre des représentants, ça va être confirmé au Sénat, ce sera certainement lundi prochain, mais le stock d'armes américain va être reconstitué, il est même reconstitué beaucoup plus que voulait Biden, qui voulait 5 milliards, il en a obtenu 8 milliards 7. Rendez-vous compte, si désormais dans la tête des parlementaires américains, c'est un état de guerre et il faut se préparer au lendemain, à savoir que c'est une guerre très longue et les Américains sont prêts désormais à affronter cette guerre longue puisque le budget est faramineux et ce n'est qu'un budget intermédiaire puisqu'il prévoit qu'il pourrait y en avoir encore dans l'avenir. Jean-Éric Brana, je voudrais juste que vous me confirmiez quelque chose, parce que j'ai peut-être mal compris. Dans ces 40 milliards, on est bien d'accord que pour Joe Biden, il y a de l'armement, il y a des aides à l'Ukraine, mais il y a quelque part la reconstitution des stocks américains, c'est ça? C'est ça, 8 milliards 7 dans le stock américain. Oui, parce que justement, dans l'urgence, les Américains ont puisé dans les crédits du Pentagone, parce qu'il fallait répondre rapidement. Ensuite, il faut savoir que Nancy Pelosi était hier dans la Situation Room, c'est-à-dire ça montrait l'importance de cette réunion à la veille de ce vote. Et il est vraisemblable que c'est là que s'est décidé cette hausse de 33 milliards à 40 milliards. Alors cela dit, du point de vue des stocks, aucun souci. Le lobby militaro-industriel américain va faire son office, tout le monde va se mobiliser. Quand cette machine est lancée, c'est colossal. Le cynisme d'ailleurs de ça, c'est que quand les armes sont utilisées d'un côté, alors vous appelez lobby bien évidemment, ils sont là aussi pour produire de l'argent. Mais enfin, tout ça est très, très structuré. Et il y a une réunion, il y a pas mal de temps entre les industriels et les politiques aux États-Unis. Il faut mettre ça en parallèle avec l'émission, puisque c'est tout ce que nous avons, l'émission phare de la télévision russe, qui est menée par l'idéologue ou un très proche de Poutine, dans lequel il y a eu des attaques tout à fait incroyables sur la mauvaise préparation des armées, le manque de drones, le manque d'armes. On n'avait jamais vu ça. Et je crois que là, il faudrait insister sur cette émission, vous la retrouverez très certainement, parce que on en a diffusé même encore un extrait hier, mais il y a deux lectures. On a diffusé hier, alors on va pas revenir pour celles et ceux qui n'étaient pas avec nous, mais un soldat un journaliste qui était dans le Donbass et qui critiquait quelque part le régime, mais surtout l'armée. Et puis on se souvient aussi d'une intervention d'un très célèbre, vous le dites, chroniqueur sur Russia numéro 1, qui après le naufrage du Moskva avait critiqué. Mais là aussi, on avait une lecture à double sens, c'est-à-dire que on critique ceux qui sont sur le terrain et qui font pas le boulot. Sans compter le président de Biélorussie qui dit cette guerre est trop lente, etc. Mais à chaque fois, est-ce que ce n'est pas un message pour mettre la pression sur l'armée russe? Peut-être, mais la réponse des Américains fait écho à ce constat où des Russes eux-mêmes, pour une raison ou pour une autre, parce qu'on ne saura jamais exactement la motivation, ont montré et ont déclaré à la télévision qu'ils avaient des manques, que leurs soldats n'étaient pas approvisionnés, que leurs soldats n'étaient pas assez armés.
Et d'un seul coup, vous voyez que brutalement, les Américains appuient sur l'accélérateur, passent de 33 milliards à 40 milliards. Ça a l'air de rien, mais ça veut dire, tiens, ils sont en difficulté, j'appuie, je fonce. Enfin, on peut penser que c'est peut-être pour ça. Pour celles et ceux qui nous regardent, quelqu'un a les moyens sur ce plateau de faire un parallèle avec notre pays ? Petit pays en matière d'armement, parce que nous, on a débloqué quelques canons. En matière de désarmement. Quelques missiles. Non, mais quand on parle de ces budgets, amiral, on est quand même... C'est en matière de désarmement qu'il faut parler, puisque depuis la chute du mur de Berlin, les budgets militaires ont été coupés. N'en parlons pas. Peut-être la France a été une des plus épargnées, parce que l'Allemagne, elle, a sabré dans ses budgets militaires de façon incroyable, ce qui a poussé les choses, d'ailleurs, à remettre au pot 100 milliards d'euros, ce qui est absolument colossal. Nous avons décidé, semble-t-il, de fonctionner à flux tendu, de gérer nos armées comme une entreprise, avec une révision générale des politiques publiques. Mais quand on voit des canons, eh bien, mais justement, Ukraine, on n'en a plus. Mais on n'en a pas. On n'en a pas. Vous avez brutalement, tout d'un coup, on vient de voir débloquer une commande pour des nacelles Telios, qui sont des instruments de désignation d'objectifs, donc vraiment faits pour faire la guerre, parce qu'on en manquait. Maintenant, brutalement, le ministère des Armées a débloqué 100 millions pour commander ces nacelles dont l'armée de l'air et de l'espace manquait cruellement. Donc, on commence à voir déjà... Mais tout le monde se réarme à la faveur de mais parce qu'on s'était désarmé. On s'était désarmé, on se réarme. Et non seulement du matériel, parce que le matériel, encore avec un plan d'urgence, on peut remonter en puissance. Mais les hommes, quand on a supprimé 200 régiments, comment voulez-vous remonter en puissance? Vous ne le faites. Alors, il ne faut peut-être pas remonter à 200 régiments. Notre pays est engagé dans d'autres. Mais quand on a une richesse, il faut pouvoir défendre la richesse. La responsabilité des hommes politiques, de ceux qui nous gouvernent, c'est de trouver cet équilibre extrêmement délicat entre richesse et dépenses pour défendre cette richesse-là. C'est toute leur responsabilité. Les armées font leur travail, les armées parlent, les armées disent ce dont ils ont besoin, les livres blancs sont écrits. Et puis après, c'est aux hommes politiques de décider. Mais ça fait 40 ans que ça se passe. On a commencé à stabiliser les diminutions d'effectifs juste après les attentats du Bataclan. Et maintenant, il semble qu'il y ait quand même une remontée, car c'est la première fois depuis quelques années que les lois de programmation militaire sont respectées. Auparavant, elles n'étaient jamais respectées. Ce qui devait être acheté n'était pas acheté. Maintenant, l'avenir nous dira ce qu'il adviendra. Vous êtes un peu pessimiste. Il est 13h. Dans quelques secondes maintenant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s'adresser à la jeunesse.